Daniel, si je te dis New York, le Madison Square Garden, ça représente quoi pour toi? Alors New York, déjà, bon, c'est comment il s'appelle c'est les grosses villes américaines. New York, ouais, c'est incroyable. Madison Square Garden, là où il y a les plus grands combats de boxe. J'y suis jamais allé d'ailleurs, donc super impatient d'y être. Et c'est incroyable. Benoît Saint-Denis va être sur cette carte-là, donc en carte principale. Ça dit quoi de l'histoire entre Benoît et l'UFC selon toi? Moi, je pense qu'ils ont vu en Benoît déjà un athlète spectaculaire, parce que Benoît, il cherche toujours les finishes. Donc l'UFC, il ne faut pas oublier que c'est quand même un business à la base. C'est pour ça qu'ils aiment les combattants comme Benoît, les combattants engagés, qui ne sont pas trop calculateurs, entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus n'importe quoi. Donc l'UFC, face aux New-Yorkais Frévola, ils savent que ça va être un combat explosif. Et ils voient en Benoît une nouvelle star française, donc ouais, une mise à l'épreuve, hein. Il monte, en plus c'est un combat adapté hein, par rapport au niveau, le gars est très solide, ça va faire un beau combat, donc je pense qu'ils voient en Benoît oui, une nouvelle star française et ils veulent lui donner sa chance pour combattre justement en main card dans ce show et maintenant c'est à nous de ne pas se manquer, hein. Est-ce que c'est aussi une porte ouverte vers l'Amérique, vers l'international hein, pour Benoît, hein, pour vous? Ah mais oui, bien sûr, ça c'est clair. En plus, ça peut, à l'image de Cyril Gane, ça peut propulser aussi le MMA français, je veux dire, à un niveau justement qu'il mérite parce qu'on a des très bons combattants. Donc non, ça peut être très très bien pour tout le monde. Vous allez affronter enfin un gars classé top 15. Alors, les deux anciens adversaires étaient du niveau top 15. Ils n'étaient pas sur le top 15, mais pour moi, ils étaient niveau top 15. Euh, Quelle analyse fais-tu de Matt Frevola? Alors Matt Frevola, c'est quand même un vétéran, ça fait longtemps qu'il combat à l'UFC, c'est un New-Yorkais. Je trouve que c'est un très bon combat et un combat adapté en fait. En fait, l'UFC, on choisit vraiment un bon match-up parce que Benoît voulait un top 15, il a un top 14 et je pense que c'est dans la progression. Maintenant, bien sûr, il faut le battre hein, pour pouvoir justement avancer encore. C'est quoi ses points forts et ses points faibles? De Frevola. En fait, les points, bon, déjà, il a un peu dans le style de Benoît, c'est un combattant qui est complet. Et je dirais que ses points forts, c'est la bagarre. Dans le sens où je pense que Benoît, il ne faut pas qu'il justement il rentre dans le jeu. Je pense Benoît un peu au-dessus, surtout, même en striking. Mais en bagarre, c'est pas que Benoît est en dessous, mais ça peut être dangereux pour Benoît de rentrer justement dans ce jeu où Frévola, il aime bien justement quand ça part un peu en cacahuète, ça dégénère un peu, genre bagarre de bar, quoi. Ça, il adore ça. Et là, il est dangereux. Et vous choisissez de combattre un New-Yorkais à New York. Est-ce que vous avez une hésitation avec ce combat-là ou est-ce que ça vous excite, ça vous donne une source de motivation supplémentaire? Mais pas du tout, on adore. On est en terrain hostile, c'est magnifique. C'est même, j'attends ce moment avec impatience. Tout le public contre toi, et ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, Benoît, il aura son public à l'intérieur du Madison. Mais non, on adore ça, parce que le défi, il est énorme. Et c'est ça qu'on veut. Et, même ça m'est arrivé hein, d'être en terrain hostile au Brésil, avec un combattant justement de l'UFC contre Minotaur. Donc j'ai pas oublié. Bon, la fin n'avait pas été heureuse, mais franchement, c'était marrant. Et ça fait quoi justement d'avoir tout le public contre toi quand tu rentres, etc. Tu te sens comment? Moi, je fais abstraction totale, hein. Que j'ai le public avec moi ou contre moi, en fait, il faut se concentrer vraiment sur l'objectif, c'est-à-dire la cage et le combattant. Le reste, il faut vraiment faire abstraction, et non, ça ne me dérange pas du tout. Selon toi, comment Benoît il a réussi à conquérir aujourd'hui le cœur du public français? Parce qu'il est désormais le chouchou, hein. Quand on pense à une ceinture, il est même devant Cyril et Manon aujourd'hui, hein, même en termes de clics, de replay. Comment il arrive à faire ça? Ben, en fait, par rapport à ces combats, c'est des combats engagés. C'est pas de maintenant qu'il fait les combats engagés. Maintenant, le grand public commence à prêter attention à Benoît, mais ça fait longtemps déjà qu'il fait des guerres comme ça, notamment quand il était au Brave. Et en fait, ils voient en Benoît le Gaulois guerrier un peu à l'ancienne, humilité, traditionnel. En fait, il est assez représentatif, Benoît,
un peu des combattants à l'ancienne, quoi. Et ça, ils kiffent un peu dans le style de Dan Anderson. Et des combattants en plus où quand tu vas voir le combat, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et ça, c'est ce qu'ils veulent, les gens. Ils veulent vibrer. Et moi, je le vois par rapport aux messages qu'on reçoit. Ils sont à 200% derrière lui et ils attendent tous ce combat avec impatience. Et il y a un comportement aussi qui plaît aussi à l'UFC. L'UFC est venu à Bayonne depuis 2 jours, donc ils ont envie de construire un storytelling autour du personnage aussi. Ben, c'est vrai, en fait, qu'ils sont déplacés à Bayonne, c'est incroyable, hein, parce que c'est quand même une jeune carrière, c'est son 5e combat à l'UFC. Il se déplace déjà et il est en main card, dans la plus grande carte de l'année. Donc bien sûr, ils ont vu en Benoît quelque chose. Mais déjà, par rapport à son histoire déjà. Il a une histoire incroyable dans les forces spéciales, ancien guerrier. Et là, il y a une continuité dans la cage. C'est-à-dire que, en fait, Benoît Saint-Denis, c'est le chevalier des temps modernes. Voilà, exactement, le chevalier des temps modernes. Et il plaît aussi à l'étranger, au Brésil. Raconte-nous l'impact qu'ont eu les 2 dernières victoires. Les 2 dernières victoires ont eu un impact incroyable au Brésil, hein. J'ai même été contacté par rapport à ça. Ils ont parlé beaucoup de Benoît Saint-Denis, surtout la stratégie contre Bonfim. Ils ont été impressionnés parce que c'est très rare de voir des stratégies mises en place comme ça. Et comment il a annulé le jeu de Bonfim. Et derrière ça, comment il termine aussi Thiago Moises à l'UFC Paris. Donc ça fait déjà le 4e Brésilien en tout qui termine, hein, en comptant Luan Santiago au Brave. Et oui, ils sont impressionnés. Ils ne l'ont pas vu venir, quoi, en fait. Et même les grands managers, par exemple le manager de Alex Pereira avec qui j'ai travaillé pendant des années, il m'en a parlé, je l'ai vu au Bellator, il m'en a parlé, il m'a dit il est impressionné parce qu'en fait Benoît il est complet. C'est ça, en fait c'est un combattant qui est bon dans tous les domaines. Et c'est ça qui est impressionnant. Et en plus il a le mental et le cardio. Donc c'est un combattant, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué pour l'adversaire. Est-ce que tu as vu un changement de notoriété de Benoît après Paris 1 et après Paris 2 sa notoriété aujourd'hui elle a explosé. Il y a 18 mois, il n'y avait que les fans hardcore de MMA qui le connaissaient. Aujourd'hui, il est devenu mainstream. Est-ce que ça se ressent au quotidien ? Bien sûr, ça se ressent au quotidien, il est énormément sollicité. C'est ce que je lui dis. Là, on commence vraiment à monter très haut et ça va tanguer parce qu'il y a énormément de sollicitations. C'est aussi le côté positif et négatif parce qu'il est assez surchargé. Mais bien sûr, il y a eu un avant et un après. On voit que maintenant, tout le monde le connaît. Bien sûr, il y a un gros travail médiatique derrière aussi. Le fait de ces résultats et de ces résultats expéditif, je veux dire, parce que si on regarde bien, à l'UFC Paris, il en a fait 2, il a eu les 2 bonus. Et normalement, avec Bonfim, il aurait dû avoir un bonus aussi. Et je dirais même avec Elysée dos Santos, il aurait dû avoir un bonus. Normalement, si on compte, Benoît, il aurait dû avoir 4 bonus. Il n'a pas eu le bonus avec Elysée dos Santos parce que c'était un UFC numéroté. Et il y avait beaucoup de superstars sur la carte. Mais contre Bonfim, il aurait mérité. Ça veut dire qu'en fait, c'est un combattant avec un potentiel incroyable de finish. Ton rôle aussi, c'est de cadrer tout ça, d'éviter qu'il y a trop de gens qui viennent se greffer à la hype et à la montée en puissance de Benoît Saint-Denis. Alors voilà, ouais, c'est vrai que mon rôle n'est pas que l'entraînement en fait. Il faut tout gérer. Et c'est là que ça devient difficile, c'est quand l'athlète commence à être très populaire. Parce que c'est une charge de travail énorme. Pour que moi, mon objectif, c'est que mon combattant performe dans la cage. Ce qui est important, c'est la victoire quoi qu'il arrive. Les médias, tout ça, ça fait partie du jeu, mais il faut savoir aussi limiter. On ne peut pas faire trop de choses en excès, sinon on ne va pas performer dans la cage, il va ressentir une fatigue. Donc moi-même, mon travail, là, il a augmenté en charge, parce qu'il faut que j'essaye de contrôler, et c'est très difficile en fait. Il y a énormément de gens qui viennent se greffer, comme je le disais à Benoît il y a très longtemps, il y a même des gars qui étaient en maternelle avec toi qui vont venir frapper à ta porte, tu vas être étonné. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que là, il est en pleine lumière et ça monte et donc ça tangue. Donc c'est assez difficile. Est-ce que tu penses qu'on a toujours sous-estimé Benoît et vos combats ? Honnêtement, je pense que Benoît était très sous-estimé.
parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il fait des combats, des finishes. Dans sa carrière, il a des finishes incroyables et ça passait sous les radars. C'est incroyable. Je me rappelle du combat contre Luan Santiago, qui était un combat, un main event au Brave, dans un fort. Luan Santiago était champion à l'époque du Brave. Il l'a terminé au deuxième round avec un combat incroyable. Et pareil, ça passait sous les radars. Il a été sous-estimé. Et je dirais, parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas l'œil, en fait. Ils n'ont pas, je ne sais pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à percevoir en fait, les qualités d'un combattant. Les qualités d'un combattant, on les voit par rapport aux adversaires. On ne peut pas se juger sur la qualité d'un combattant par rapport à un gars qui combat qui n'a pas de niveau. On va voir sa qualité par rapport à quelqu'un qui est très dur en face et comment il arrive à gérer ça. Et Benoît, il a pris des mecs très durs et il les a tous terminés. Alors justement, je rebondis sur ça, Daniel. C'est quoi finalement le vrai niveau de Benoît Saint-Denis? C'est le niveau qu'il a maintenant. Hein. Main card de la plus grande carte de l'année à l'UFC. Donc voilà, faut arrêter de sous-estimer et aussi de sous-estimer la team. Parce qu'on a une team très forte et on performe dans notre team, même si on n'est pas beaucoup, on fait beaucoup de bruit en fait. Et donc je pense que maintenant les gens, ils en sont conscients, je pense. On va s'arrêter sur les points forts de Benoît. Je vais revenir sur le dernier combat contre Thiago. C'est l'intensité, le cadrage, la pression qu'il a réussi à mettre à Thiago pendant toute la durée du combat. Il cadre énormément ses adversaires. Pourquoi vous avez voulu faire ça? La problématique, c'est que c'était un combattant complet et donc il fallait trouver la faille pour pouvoir justement le briser. Et la faille, c'était le rythme en fait. Et on voit, bien sûr, il y a les qualités techniques de Benoît, mais aussi on voit le rythme qu'il impose. En fait, on voit par exemple à la deuxième reprise, Thiago Moises arrête le combat parce que tout simplement, il est au bout. Il est au bout de sa vie, il ne peut plus respirer en fait. Il a un rythme, il est trop élevé, parce qu'en fait, ce n'est pas les coups bon, déjà, c'est l'arbitre qui l'arrête, mais c'est le rythme. Le rythme était trop élevé, il n'arrivait plus à se défendre. Il ne pouvait plus bouger déjà, et il prenait des rafales de coups. Et Benoît, il a mis un rythme très élevé. Il l'a brisé en fait. Et le cardio, j'aimerais qu'on prenne de la hauteur mais, sur le cardio, de faire 3 rounds de 5 minutes à fond dans un combat de MMA. C'est quand même, c'est pas, hein, c'est très compliqué, hein, on est d'accord. C'est très compliqué, mais ça dépend ce que tu as fait à l'entraînement. Il faut savoir qu'on a une méthode d'entraînement qui est très difficile. C'est-à-dire qu'elle est faite sous forme de thème où on travaille en fait en intensité presque 20 minutes. Mais bien sûr avec des temps de récupération, ce qui fait qu'il a la capacité à aller vraiment très très loin dans son cardio. Bon, déjà qu'il a des capacités naturelles très élevées, mais en plus on a développé ça, ce qui fait qu'il peut vraiment aller au bout. Bien sûr, le cardio il n'est pas inépuisable, donc il faut faire attention parce que dans certaines phases, c'est pour ça que d'ailleurs au dernier combat je l'avais recadré, dans certaines phases il n'a pas besoin de s'épuiser. Il y a des phases où il peut récupérer en étant actif et ça c'est important, le travail. Donc il ne faut pas non plus, le cardio c'est un peu comme l'essence, hein, donc il faut pas non plus tout vider dans le premier round. Il y a un équilibre quand même à avoir. En quoi c'est important le cardio? Le cardio en fait c'est le jus, quoi. Si tu n'as plus de cardio, tu peux être le meilleur combattant du monde, le plus technique, tu vas perdre. Je l'ai vu avec plein de combattants, deuxième round, tu le vois déjà dans le coin, il n'a plus de cardio, tu sais que ça va être très compliqué. Même s'il a un mental, il faut quand même du jus. Donc le cardio, c'est primordial. Sans cardio, va pas faire de combat. On s'arrête sur le combat contre Bonfim avec encore un excellent game plan de ta part sur les middle kicks. Pourquoi avoir insisté sur les middle kicks? Alors en fait, déjà, il faut savoir que Benoît, il a un bon middle. Et ces stratégies, je les avais déjà mis en place avec des combattants. Tarek Safedine, qui était champion du Strikeforce. À l'époque, il avait battu Ned Marquardt au Strikeforce, le dernier UFC d'ailleurs, le dernier Strikeforce, pardon. Et il l'avait annulé avec des low kicks. C'était dans le même principe, hein. Il avait cassé la base de son adversaire. Là, c'était un peu différent. Bonfi, il frappe très fort en anglaise, donc on voulait lui endommager le bras, où il frappe très fort. Et on savait que derrière ça, il allait être frustré, vouloir rentrer. C'est pour ça qu'à un moment, il le contre en lutte. Et même, on voit à la fin, sur les positions de sol, son bras, il n'est plus là. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités à Benoît. La fin, il ne faut pas observer la fin, il faut voir ce qu'on a construit avant. Ce qui a été construit avant, justement, c'est un travail de destruction au niveau des avant-bras. Ce qui a permis d'arriver à la fin à une soumission.
Et ce qui est incroyable, c'est que Benoît a suivi à la lettre le game plan. C'est pas évident. Parce que des fois, on l'a mis en place à l'entraînement, mais des fois, on peut le mettre en place et ça ne fonctionne pas en combat. Et là, franchement, ça a fonctionné parfaitement, quoi. C'était incroyable. Et j'ai eu des retours par rapport à ça parce que cette stratégie, c'est une stratégie qui vient du pied-point à la base. C'est beaucoup les Thaïlandais qui faisaient ça contre les combattants qui tapaient très fort en anglaise. Et ils leur cassaient les avant-bras. Et en MMA, on n'en voit pas beaucoup, mais ça fonctionne. Est-ce que Benoît, il a un des meilleurs kicks de la division? Je pense qu'il a un des kicks les plus puissants de la division. Il est très précis en plus, sa jambe arrière, en gaucher, il va chercher des kicks au foie. Et c'est vrai qu'il a un kick vraiment très fluide et il arrive vraiment... Maintenant, Pao, il me fait très mal. C'est-à-dire, il te fait... Voilà, c'est-à-dire que l'impact, je suis obligé de prendre des Pao poids lourds, quoi. Parce qu'en fait, des fois, je me dis même de mettre des protèges tibia pour limiter l'impact au niveau des avant-bras. Parce que comme il a un bon mouvement de hanche, le kick, il arrive très relâché, et l'impact, ça fait mal. Est-ce que le fait d'être sous-coté, d'évaluer, même contre Bonfim, ça vous a embêté? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, non, ça ne nous a pas embêtés. Moi, j'aime bien quelque part être sous-estimé parce que ça me donne de la force. Il ne faut pas oublier que trop d'éloges, ça te fragilise. Donc, je suis un peu partagé par rapport à ça. Ça me fait plaisir dans le sens parce que on a montré au monde entier que vous êtes trompés. Et moi, je savais pertinemment que Benoît allait annuler le jeu de Bonfi. Mais de l'autre côté, il faut faire attention, être trop caressé dans le sens du poil, parce que ça fragilise le combattant. Trop de compliments, ça vous ramollit. Donc c'est un équilibre à avoir. Avoir un game plan par adversaire, est-ce que c'est la clé pour aller à la ceinture? Ça peut être la clé, bien sûr, mais le game plan, il est évolutif. Tu peux avoir un game plan sur le papier, en théorie, mais dans la cage, tout peut changer. Parce qu'en fait, tu ne sais pas comment il va venir ton adversaire. Donc il faut avoir surtout une capacité d'adaptation. Pour avoir cette capacité d'adaptation, il faut de l'expérience. Il faut avoir vécu des situations dans la cage en tant que coach et combattant pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, l'histoire se répète tout le temps. Les combats se ressemblent. C'est tout le temps la même chose. Mais il faut l'avoir vécu parce qu'en temps réel, ça va tellement vite. C'est un peu comme la minute de repos. Les conseils, ils sont essentiels, mais c'est dur d'avoir les bons conseils en une minute. Avec la pression, les caméras qui sont derrière, faire récupérer le combattant, il faut qu'il boive de l'eau, mettre de la glace. Donc en fait, c'est l'expérience qui fait pour avoir les bons moments et les bons mots et le timing parfait de réadaptation du game plan si ça ne fonctionne pas. Mais des fois, on peut aller au combat sans game plan et justement voir par rapport aux failles de l'adversaire que faire pendant le combat. C'est pour ça que je rebondirai là-dessus, qu'il faut être préparé à tout. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans tous les domaines et dans toutes les situations, justement pour pas que le combattant soit surpris mentalement. S'il se retrouve dans une situation qu'il n'a pas fait à l'entraînement, ça peut le perturber mentalement parce qu'il va va pas se sentir bien. C'est pour ça que dans mes entraînements, je mets toutes les situations, même les plus pourries qui existent, que le combattant n'aime pas. Mais justement, si ça lui arrive en combat, il va s'en rappeler, il la connaîtra, il arrivera à s'en sortir. J'ai écouté beaucoup de podcasts après le combat contre Thiago. Ils sont tous presque dithyrambiques sur Benoît. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Il y a un écueil. Est-ce que tu penses savoir lequel? Oui, c'est son côté bagarre et qui prend pas mal de coups. Mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'on regarde. Ok, il a pris des coups contre Thiago Moises. Déjà, c'est un sport de combat. Dans les sports de combat, tu prends des coups. Donc, il y a un moment, dans le combat, tu vas prendre des vrais coups. Sur un 15 minutes, il y a un moment où ça va être dur. Et justement, le fait qu'à l'entraînement, on ne prenne pas trop de coups, ça lui permet d'être plus résistant en combat. C'est-à-dire que moi, je ne juge pas mes combattants avec des sparring très lourds. Ce qui permet ça leur permet justement d'avoir une résistance, d'aller plus loin qu'un combattant normal. Une chose déjà. Deux, il faut voir que Benoît, il n'a que 12 combats ou 13 combats, en comptant le no contest qu'il a eu. C'est un combattant qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la cage en fait. Quand on voit que les combattants de Muay Thai, ils ont 100, 200 combats. Ce qui fait qu'il est quand même encore en apprentissage. Donc c'est vrai qu'il y a des phases où il se fait surprendre. Mais n'oublions pas qu'il n'est pas tout seul dans la cage. Il y a un gars en face qui veut gagner aussi. Donc il va donner des coups aussi. Et donc, il prend des coups. Maintenant, il faut qu'il travaille sur sa défense et il s'améliore de jour en jour. Nous, on a regardé les stats. Benoît prend des coups et on a regardé, c'est celui qui en prend le plus du top 20. Hors excepté Justin Gaethje. Est-ce que cette défense
plus ou moins poreuse, c'est par choix ou par insuffisance? Il sera toujours comme ça. Mais est-ce que les statistiques, il y a les statistiques d'Elisée dos Santos dedans. Je te parle de la catégorie des poids légers. Donc, ouais, c'est peut-être justement, faut qu'il règle sa défense, mais il n'y a pas que ça, c'est son côté agressif et engagé. Donc, automatiquement, il prend des coups. Mais Oui, tu peux me dire qu'il a pris beaucoup de coups contre Élysée, ou c'est ça que tu veux dire? voilà, c'est-à-dire que, est-ce que dans les statistiques, ils n'ont pas mis les coups d'Elisée dos Santos parce que ça fausse tout le jeu. Si tu enlèves Elisée dos Santos, c'est à part. Si on enlève ce fight, je ne pense pas qu'il est au-dessus des statistiques. On voit des combattants comme, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, qui prend des coups incroyables. Max Holloway. Max Holloway. Il y en a encore. Il y a, comment il s'appelle Brian Ortega, mais il s'est fait massacrer. Je veux dire, non. Ce qu'ils mettent dans la balance, c'est avec Elisée dos Santos. Et ça, en fait, c'est faussé. Pour toi, Benoît ne prend pas trop de coups. Sur ses derniers combats, non. Contre Thiago Moises, il a pris quoi 3-4 coups forts sur tout le combat. Oui, mais ils sont mis en exergue parce qu'on avait l'impression qu'il dominait le combat et que tout allait marcher pour lui. Et d'un coup, il baisse les mains et il monte le menton. Oui, mais parce que c'est ça, il s'est emballé, l'excitation, il y a un gars en face, le manque d'expérience, mais avec le temps, il s'améliore. Et n'oublions pas que quand c'est des combats engagés, obligés, il y a toujours, surtout à la moyenne distance, il y a toujours des risques. Là, on va essayer de limiter justement contre Frévola ces risques. Et je trouve que ça va de mieux en mieux. Et l'écoute, on voit par exemple dans le combat contre Thiago Moises, quand je le recadre à la minute, il repart, il écoute beaucoup plus, il est plus lucide. C'est vrai que ça t'a peut-être touché. Tu te dis, non, tout allait bien, il y a les 30 dernières secondes, il y va. Là, ton rôle, c'est de le recadrer. De le recadrer parce que c'est risqué. Parce qu'il rentre dans le jeu du gars alors que tout va bien et il peut se faire surprendre. Avec du 4-11, ça va vite. Donc en fait, je l'ai recadré en lui expliquant, parce qu'on ne voit pas la phrase en son entier, mais en lui expliquant qu'il est plus technique que lui et il ne faut pas rentrer dans ce jeu, justement. Il faut temporiser. Voilà. Dans ce cas-là, quand tu le vois comme ça en combat, tu dis, de toute façon, c'est plus fort que lui, il faut juste qu'il fasse attention, mais tu ne peux pas lui dire d'arrêter, non? Non, c'est ingérable quand ça s'emballe comme ça. Je peux vous donner un exemple quand Dan Anderson a combattu Fedor. Ils se sont tapés, c'était bagarre de rue. En fait, on n'est que spectateur. Tu peux donner les consignes que tu veux, ils n'entendent pas. Donc, seulement quand ils s'arrêtent de se taper, c'est là que tu donnes les consignes. Ça paraît ouf, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, tu ne peux pas. Le gars, il est en pleine action. Maintenant, on le travaille aussi à l'entraînement, ça, justement, pour avoir les automatismes dans ces situations, trouver une situation pour mettre au sol, pour esquiver. Parce que c'est des situations que ça va trop vite. Tu n'as pas le temps d'analyser. Il faut vraiment que ça soit que des automatismes. Comment cumuler l'agressivité et défendre? Tu vois, être très agressif et défendre. Comment ça se règle et est-ce qu'on le règle finalement? Oui, on peut le régler, mais n'oubliez pas une chose. Quand tu rentres dans la distance du gars, très agressif, surtout sur des enchaînements très longs, tu vas te faire toucher. Parce que quand tu rentres en moyenne distance, tu es ouvert quand tu frappes. Il y a un mec en face, ce n'est pas un sac. Quand tu es au sac, il ne répond pas le sac. Et quand tu commences à déclencher tes coups, tu es ouvert dans tous les sens. Si ça dure trop longtemps, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rester longtemps dans la moyenne distance. Parce qu'à un moment, tu vas te faire contrer. C'est pour ça qu'il faut envoyer des coups rapides, esquiver, venir se coller ou ressortir. Ne pas rester et envoyer. Quand tu commences à mouliner, on appelle ça la loterie. C'est celui qui va prendre le mauvais coup qui va tomber. On voyait les combats de Vanderlei Silva à l'époque, ça se tapait à la moyenne. Tu es sûr qu'il y en a un des deux qui tapait comme un sourd, qui allait tomber. C'était soit Vanderlei, soit son adversaire. C'est quoi ta définition, toi, d'aller à la guerre? Parce qu'on dit, bah, Benoît, il va à la guerre, faut qu'il arrête d'aller à la guerre. C'est quoi, toi? C'est un combat engagé, c'est mettre la pression, c'est un combat agressif. C'est tout le contraire du toucher-épaule, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on va chercher des coups qui font mal, on va chercher à user le combattant sur la durée, on va chercher l'agressivité, mais dans son côté positif. Quand je parle d'agressivité, pas la bagarre, mais à faire mal. On va chercher la destruction. Voilà, la destruction du... quand je parle de destruction, c'est-à-dire on va tout mettre en place pour diminuer physiquement et mentalement le combattant. Et pour ça, il faut de l'agressivité et il faut de l'engagement. Et aller à la bagarre, alors c'est faire n'importe quoi quand on va à la bagarre sans penser. C'est quoi? C'est mettre des grands crochets, lever le menton? Voilà, c'est bagarre de bar, on envoie, ça mouline, et c'est ça aller à la bagarre. Et ça, il faut faire très attention, parce que c'est la loterie en fait. Le risque, il est trop élevé. Ça peut être bien pour un gars qui est limité. On se rappelle de Vanderlei Silva, il adorait la bagarre, parce que c'est un mec qui excellait dans la bagarre.
C'est-à-dire qu'il avait un menton très puissant, un peu comme Dan Anderson, et il avait une grosse droite. Et il arrivait à absorber et frapper en même temps, et il a couché plein de gars. Benoît, il a un menton solide, mais il est jeune, il faut qu'il se préserve, la carrière elle est longue, donc il ne faut pas trop jouer à ça. Et il est beaucoup plus technique, Benoît. Benoît, il peut mettre au sol et soumettre le gars. Il a une bonne lutte, il a un bon pied-point. Donc il faut qu'il garde ce côté bagarre sur certaines phases, parce que c'est important aussi, mais pas tout le temps. En fait, tout est à un équilibre. Est-ce que toi, Daniel, aujourd'hui, tu as un doute sur la capacité de Benoît à devenir champion avec ce type de défense debout? Je veux dire, contre un top 2, top 3 où ça frappe très fort, même contre un Frévola, est-ce qu'il pourra toujours faire autant de dégâts et l'emporter avec ce type de défense-là? Alors en fait, il faut savoir que le MMA, ce n'est pas du pied-point. Donc on trouvera toujours une solution pour annuler les jeux du gars. C'est ça. Nous, on va pas. Moi, en fait, à la base, je viens du striking. Mais Benoît, s'il soumet le gars, ça me suffit. On ne vient pas là pour striker, on vient pour gagner. Dans n'importe quel domaine. Que ce soit en lutte, que ce soit en grande hand-pant, que ce soit soumission, que ce soit en pied-point. On cherche la victoire. Donc en fait, oui, bien sûr, il peut taper les meilleurs. Mais il faut savoir mettre le bon game plan en place et trouver la faille qu'il y a à l'adversaire pour aller dans sa faille. Il peut taper les meilleurs et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on se dit que il peut un jour affronter Poirier, Gedji, Dariush et il y a match. Et il y a 18 mois, c'était encore impensable selon plusieurs médias, et nous compris. Mais parce que, comme je le dis, les médias, ils n'ont pas l'œil. En fait, les médias, leur problème, c'est qu'ils sont dans la théorie. Nous, on est dans la pratique. Nous, on est pragmatique. Les médias, non, ils ne voient pas ça. Ils sont dans les chiffres. Et les chiffres, je répète une fois de plus, le MMA, ce n'est pas des mathématiques. On voit en France, maintenant, il y a une onde de youtubeurs, ils intellectualisent le MMA. Tu rentres dans une cage, tu as du 4-11. Le truc, c'est technique, mais c'est pour faire mal. On ne vient pas pour marquer des points. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Benoît, il a un gros potentiel. Maintenant, il faut savoir le gérer et il faut savoir l'emmener aussi au plus haut niveau. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu vas y arriver. Et dans cette catégorie, on sait qu'elle est énormément fournie. Donc à chaque fois, c'est des guerres et à chaque fois, c'est des casse-têtes au niveau des préparations parce que chaque combattant est différent. Mais nous, on se concentre surtout sur Benoît, pas sur le gars. Et c'est vrai que je reviens sur Thiago Moïse là, quand Benoît l'a ouvert, on a l'impression que il a vrillé. L'odeur du sang, ça l'excite en fait. Benoît, c'est un chevalier des temps modernes. S'il pouvait faire un combat avec une épée dans la cage, il dirait. Hein. Lui, ça serait le premier à s'inscrire dans le. Il essaierait de faire le. Parce que c'est un guerrier, et dans l'âme. Il a été force spéciale. Force spéciale, c'est des militaires d'élite. À 18 ans, pour être force spéciale, c'est que tu as des capacités, hein, quelque part. Tu n'arrives pas comme ça, hein, avec le nombre de personnes qui veulent rentrer dedans. Il est parti se tester sur le terrain. Donc, pareil, il veut se tester avec les meilleurs. Il aime ça. Lui, en fait, même mes combattants, moi, je leur explique tous. Ce qu'on veut, nous, c'est des guerres dans la cage. On ne veut pas des combats faciles, mais adaptés, bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait des différences de niveau. Mais ce qu'on veut, l'objectif, c'est que le combat, ça soit un combat dur. C'est-à-dire que gagner chaque round, bien sûr, ce n'est pas de finir les combattants, jamais. Si la KO arrive ou la finition, c'est très bien. Mais l'objectif, c'est de gagner chaque round et il faut que ça soit dur. Benoît, c'est ce qu'il recherche, l'adversité. Benoît, il était prêt à rencontrer Makhachev pour remplacer Rafael dos Anjos. Il avait demandé à Guillaume quand Rafael dos Anjos s'était blessé à l'époque. Il a dit, je veux Makhachev. Et je vous dis honnêtement, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais en fait, il aurait mis toutes les chances de son côté. Il y aurait été sans complexe. Et c'est ça qui fait la différence. Il croit vraiment en lui. Et ça fait une grosse différence. Et là, vous n'avez pas quand même demandé à remplacer Oliveira? S'il y avait eu l'opportunité, mais c'est impossible, parce qu'il y a le ranking. Mais on y va. Mais on s'en fout. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ose, gagne. Et aussi, il y a un point que je voulais aborder, c'est qu'on oublie souvent que Benoît n'a que 27 ans et que 4 ans de MMA derrière lui. À 27 ans, frapper aux portes du top 15, la catégorie des poids légers, c'est quasiment du jamais vu aussi. On arrive à maturité à 29, 30 ans peut-être. Son âge, il y a aussi une grosse capacité de progression. Est-ce qu'on progresse à 27 ans? Et raconte-nous ton avis sur ça.
Ben, à 27 ans, oui, il va progresser parce que lui, il a commencé avec moi il y a 4 ans. Il a commencé au début, donc il avait quelques bases, bon, c'était du basique, et il a eu une marge de progression naturelle, hein. Et là, il commence plus ça va, il commence à progresser. Ça va être un combattant de plus en plus dur. Et bien sûr qu'il va progresser. À force de répéter, il va s'affiner, voilà, dans ses mouvements. On voit que maintenant, il commence à s'affiner. Ses kicks qui sont plus fluides, ses coups de poing. Son sol, il avait déjà un très bon sol. Et là, son sol, il s'améliore, il prend des bonnes positions. Il commence à frapper en grand end-pound. Avant, il ne frappait pas en grand end-pound, il prenait plus des positions pour aller chercher la soumission. Maintenant, il fait du dégât en grand end-pound pour après aller chercher la soumission. Il est beaucoup plus malin dans la cage. Il domine beaucoup plus la distance. Parce que les gens, ils voient les coups, mais il y a tout un travail autour qui est énorme et qui met beaucoup de temps. Il n'y a que le temps qui va le faire progresser. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça en un clin d'œil. Sauf que lui, par rapport au mec lambda, il a des capacités plus élevées. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Mais c'est quoi la force de l'âge pour un combattant MMA avec ton expérience? Je pense, en fait, la trentaine. Je vois, d'ailleurs, on voit tous les combattants, là, ils ont 32, 33 ans. D'ailleurs, ils sont plus sur le déclin que sur le début. Donc ça aussi, très bien pour Benoît. Parce qu'en fait, Benoît, il arrive à un bon moment, mais il faut qu'il fasse attention à ne pas se cramer les ailes non plus. Parce que l'UFC, les combattants comme Benoît, ils aiment bien les mettre au feu et souvent. Donc il faut faire attention, tout est un équilibre. Mais ouais, la trentaine, le combattant, il est mature, hein. Parce que les MMA, on met du temps quand même à assimiler. Il y a énormément de techniques, hein. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il n'y a que l'entraînement et le combat, l'expérience, il n'y a que le temps en fait. Et lui, il va un peu plus vite que les autres et il s'améliore. Et Benoît n'a que 27 ans en plus, c'est ça? Voilà, oui, il est encore jeune, mais il faut pas, ce que je dis, il ne faut pas qu'il se crame non plus. Il faut faire attention. Avec la dernière année de Benoît, il prend un bon film, il prend Thiago Moises, c'est des gars qui ont niveau top 15. Là, il va affronter Frevola à New York. Il est dans l'UFC, la Ligue des Champions des MMA, dans la catégorie la plus dure, la plus relevée. Est-ce que si un jour vous arrivez, ça peut être l'un des plus grands exploits du sport français? Faut remettre dans le contexte quand même. Ben écoute, ça fait plaisir en fait. Moi je dis que c'est même incroyable l'aventure quand on voit d'où on vient en fait. Faut savoir que nous on est une team, à la base on n'a même pas de salle. Donc tout est possible. Il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas se précipiter. Il faut voir, comme je dis toujours, il faut voir par combat. On avance et on continue l'aventure avec du travail acharné, de la discipline. Pourquoi pas, ça peut être une icône. L'icône du MMA français, ce que tout le monde attend, voir le champion. Moi, je vise pas je fais abstraction de la ceinture, j'avance par combat. Je dirais pour la ceinture quand il combattra pour la ceinture. Pour l'instant, on n'en est pas là. On avance parce que la catégorie, elle est quand même fournie. Il y a énormément de monde dans le top 15. Mais déjà, c'est un exploit en soi déjà. Le seul fait d'être au Madison Square Garden à New York, en main card, un Français, dans la catégorie la plus relevée de l'UFC. C'est un exploit en soi déjà. Moi en tout cas en tant qu'entraîneur, pour moi c'est hyper gratifiant en fait. Parce que voilà quoi, c'était improbable, hein. Si vous gagnez justement à New York, au Madison, derrière l'UFC, ils vous lâchent plus, hein, aux États-Unis, hein. C'est aussi une porte ouverte vers tout le business UFC et on sait qu'avec ça, il y a les revenus, le salaire, les sponsors, toute la machine UFC derrière si vous arrivez dans le top 10. On verra ça après le combat, hein. Pour l'instant, on ne peut pas spéculer. Mais ouais, peut-être. On va voir ce que ça va donner. Mais là, il faut se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire passer le gars, quoi. C'est ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que la victoire. Le reste, c'est très bien, mais il faut taper le gars et avancer. Il faut gagner, hein. C'est ça le MMA, hein. Il faut entrer dans la cage et il faut gagner avec panache, hein. C'est pas que gagner, c'est gagner avec la manière. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un show, c'est du business. Les gens ne comprennent pas. Vous regardez, j'avais discuté avec Cyril Diabaté par rapport à ça. Quand on parlait du combat que Benoît s'exposait, je lui ai demandé à Cyril, est-ce que tu as kiffé le combat? Il m'a dit, j'ai adoré. Tous ceux à qui j'ai demandé, ils m'ont dit, ils ont adoré le combat. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui est... Tu peux pas rester sans réaction. Je veux dire, il a fait vibrer tout le public. Ça a été le meilleur combat de la soirée, c'est pas pour rien. Donc en fait, l'UFC, ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est ça qu'ils veulent, c'est du spectacle.